Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va discuter de l'UFC 288 qui s'approche, qui arrive à grands pas. Ça se passe le dimanche 7 mai au New Jersey avec en main event Aljamain Sterling qui va défendre sa ceinture de champion des poids coqs contre l'ancien champion de la catégorie, l'ancien champion des poids mouches, le médaillé d'or olympique en lutte. J'ai nommé Henry Cejudo qui fera en plus de cela son retour après 3 ans d'absence. C'est pas un combat pour le grand public du MMA comme on se le disait avec Movsar Ibragimov avant de démarrer l'interview. Par contre, les puristes, à mon avis, vont se régaler. Alors justement, ça me permet de présenter Movsar. Movsar qui est champion d'Europe, amateur de MMA, champion, médaillé de bronze plutôt du championnat du monde. Je vais y arriver. Voilà, il vous montre ses médailles en petite référence à Triple C qui lui est médaillé d'or olympique de lutte. Salut Movsar, comment tu vas? Ça fait un petit temps. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour toi? Salut Les, ça va très bien. Comme d'habitude, on fait des combats, on gagne, on perd. Et la dernière compétition, médaille de bronze aux mondiaux. Et voilà, on se prépare déjà pour la suite. Alors, rendez-vous compte, hein, médaillé d'or au championnat d'Europe, médaillé de bronze au championnat du monde. Et en plus de cela, petit clin d'œil aussi au main event de cette UFC 288, Movsar évolue dans la catégorie des poids coqs. Sterling, c'est Udo. Movsar, c'est deux combattants référence pour toi, c'est deux combattants que tu apprécies particulièrement? Sterling, pas spécialement, même si je trouve qu'il est très fort, etc. Mais celui dont je suis vraiment un grand fan et depuis très longtemps, c'est Ruud. C'est un combattant, on va certainement en parler ici dans la suite, mais c'est une des plus grandes carrières MMA de tous les temps. Ah ouais, de très très loin. Franchement, et effectivement, on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Combat principal du coup de l'UFC 288, Aljamain Sterling contre Henry Cejudo. Initialement d'ailleurs, le combat il devait se faire au mois de mars, mais malheureusement, Sterling, je pense que tu es au courant, il s'est blessé au biceps, ce qui fait que le combat a été reporté à l'UFC 288 au mois de mai. La première question que j'ai envie de te poser, Movsar, c'est est-ce que ce match-up, est-ce que stylistiquement, cette opposition entre Sterling et Cejudo, c'est un combat qui te hype, c'est un combat qui t'intéresse? Euh, Sterling, c'est un combattant un peu comme Leon Edwards où tu le cases pas forcément dans une catégorie. Tu sais qu'il est peut-être un peu plus fort dans une facette, mais il est complet, il peut tout faire. C'est-à-dire qu'il peut striker, il peut grappler, il peut lutter. Donc stylistiquement, il peut matcher avec un peu n'importe qui, il est juste très très fort. Cejudo, lui, c'est un combattant aussi dans ce style-là, mais dû à sa petite taille, il a toujours un style un peu atypique, un peu à la manière de Volkanovski. Et je trouve que non seulement ils matchent très bien tous les deux, mais ça risque de nous donner un très beau combat. Ouais, stylistiquement parlant, honnêtement, c'est un cauchemar, notamment pour se faire une idée de qui va l'emporter, mais ça, on en parlera dans nos pronostics. Ce que j'ai envie aussi de te poser comme question, même si tu es, on va dire, pas très objectif, parce que tu viens de me dire que tu apprécies Henry Cejudo, mais selon toi, Movsar, est-ce que c'est logique de voir Henry euh, obtenir un title shot après 3 ans d'absence? Son dernier combat, il date de mai 2020. En fait, ça va presque faire 3 ans jour pour jour qu'Henry n'a plus combattu à l'UFC. Il s'était imposé face à Dominique Cruz, KO technique au deuxième round. Est-ce que pour toi, il mérite le title shot ou peut-être que tu pensais à un autre challenger pour Sterling? Franchement, en essayant de rester au maximum objectif, Cejudo, avant de prendre sa retraite, il, il part en laissant le titre vacant. Donc, ça veut dire il est champion à ce moment-là. Et ensuite, il est à la retraite, mais dans sa catégorie Sterling, il a reçu 2 fois Peter Yan et il commence à ne plus trop avoir d'adversaires légitimes. Et moi, je trouve que Sterling, il remplit très bien, Cejudo, il remplit très bien ce rôle, dans le sens où il commence à, même si au moment où il partait, il n'avait pas trop de hype, il a réussi à jouer de la hype pendant sa retraite, notamment en devenant le coach de plein de gens. Jean Gueli, John Jones, plein de gens sont venus s'entraîner chez Cejudo, ce qui a permis aux gens de voir à quel point c'était un bon combattant, mais malheureusement après sa retraite. Déjà, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser concernant cette catégorie des poids coqs, c'est que c'est certainement la plus chargée de tout l'UFC. On a Sterling comme champion, on a Merab Dvalishvili. Bon, c'est que logiquement, sportivement parlant, on aurait
dû voir Sterling contre Merab Dvalishvili, mais comme ce sont des coéquipiers les deux et que ce sont surtout des grands amis, bon, ça écartait déjà cette option-là. Sean O'Malley, est-ce que l'UFC aurait proposé un title shot à Sean O'Malley contre Sterling en sachant que stylistiquement ça allait être compliqué pour Sean? Je suis pas convaincu. Et puis, c'est vrai, à part Cejudo, qui d'autre? Lui qui a été en plus de cela, comme tu l'as dit, ben, déjà champion dans cette division des bantamweight, il a acquis sa ceinture contre Marlon Moraes, il l'a défendu contre Dominique Cruz, champion des poids mouches, médaillé d'or olympique. C'est vrai que sur le papier, on peut difficilement faire mieux qu'un tel combat avec les challengers qu'on a potentiellement pour l'instant, c'est-à-dire Sean O'Malley, qui stylistiquement serait peut-être en difficulté face à Sterling, et puis Merab Dvalishvili qui n'a pas envie tout simplement d'affronter Sterling. L'autre question que j'ai envie de te poser toujours concernant Henry Cejudo, c'est de savoir est-ce que tu crains peut-être qu'il y ait ce fameux phénomène du ring rust, 3 ans d'absence pour Henry Cejudo comme on l'a dit depuis le début de la vidéo. Est-ce que tu penses que ça risque de poser des problèmes à Triple C, tout simplement, cette absence de longue durée d'un octogone? En général, c'est quelque chose, j'ai toujours tendance à dire que passer une grande période en dehors du ring, de la cage, c'est quelque chose qui peut poser problème. Parce qu'on perd un peu les sensations. Ah, si je passe 3 ans à m'entraîner, peut-être que j'aurais pris du muscle, peut-être que j'aurais perdu du cardio, je ne sais pas exactement à quel rythme je peux donner. Mais j'ai envie de te dire, s'il y a bien une personne qui peut revenir d'une longue absence et maîtriser totalement son corps et gérer tout correctement, j'ai envie de te dire, c'est Rudo. Parce qu'il a une expérience gigantesque et pas que dans le MMA. Donc, à mon avis, je pense qu'il peut gérer ça sans trop de difficultés. En me posant cette question, je pensais à John Jones justement parce que lui aussi, 3 ans d'absence, il arrive face à Cyril Gane, il plie le game assez facilement, faut dire la vérité. Mais le contexte est différent, c'est que la catégorie des poids lourds, c'est pas une catégorie aussi technique que celle des poids coqs, qui encore une fois est certainement la plus chargée ou l'une des plus chargées de tout l'UFC. Et puis John Jones finalement n'a pas eu des réponses à nos questions parce que le combat n'a duré que 2 minutes. Donc c'est vrai qu'on peut prendre exemple de John Jones concernant ce ring rust, mais encore une fois, on n'a pas eu vraiment toutes nos réponses à nos questions. Et à mon avis, le combat entre Henry Cejudo et Aljamain Sterling va nous donner plus d'éclaircissements concernant un potentiel ring rust, sauf si l'un ou l'autre termine le combat assez vite, ce qui est possible. Henry, ça reste quand même un combattant très intelligent. Tu l'as dit, le mec, il a un fight IQ exceptionnel à tel point qu'il a coaché John Jones, qu'il a coaché Devson Figueiredo, qu'il a coaché Zhang Weili. C'est aussi le palmarès ou l'un des palmarès les plus prestigieux des sports de combat tout court, en vérité. Parce que réussir déjà l'exploit de devenir double champion à l'UFC, c'est une chose que peu de combattants ont réussi à faire. De mémoire, je pense qu'ils sont 3 à avoir réussi à le faire. Médaillé d'or olympique en lutte, il n'y a pas énormément aussi de combattants qui ont réussi à le faire. La seule à laquelle je pense, c'est Kayla Harrison, double médaillé d'or et championne du PFL. Pourtant, il n'a pas une grosse hype, Henry Cejudo. Il n'a pas une grosse popularité. Comment est-ce que tu expliques ça, Mofsar? C'est dû au personnage, celui qui a un peu le même problème de hype, c'est Volkanovski. Ouais. Tu prends Volkanovski qui, est en, qui roule sur une KT chargée comme tu n'as jamais vu, qui met dans une galère Islam Makhachev, qui lui-même roule sur la KT qui est la plus dure de l'UFC. Et il a quoi? Il a 2 millions d'abonnés sur Instagram, normalement. Et il devrait avoir au moins autant que Conor McGregor. Number one, pound for pound. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils sont là pour le show. Les gens, ils sont là pour. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo qu'on a fait ensemble. Cejudo et Volkanovski, tu vois, le samedi, ils font ensemble, ils font un barbecue avec le quartier, tu vois. C'est des gentils mecs, c'est des gentils papas de famille. Et, euh, et quand il s'est rendu compte de ça, Cejudo, euh, Volkanovski n'a pas du tout fait ça, il est resté dans son personnage. Il n'a pas fait de personnage, il est resté lui-même. Cejudo, lui, il a essayé de jouer d'un personnage où il vient avec des peluches de tête, il lance, il fait Alors, et du coup, comme c'était pas naturel, les gens disaient que c'était King of Cringe, qu'il était malaisant. Et,
Et ce côté malaisant, là, il a commencé à changer pour jouer du malaise et il a commencé à petit prendre de la hype. Et donc voilà, maintenant les gens ils reconnaissent petit à petit son potentiel. Le fait qu'il revienne, c'est la preuve que, parce que quand il est parti, l'UFC il s'en foutait complètement. Là, Ouais. qu'il revienne, ça prouve qu'il a pris de la hype. Et, et aussi, tu citais les noms avec lesquels il s'entraîne beaucoup avec Demetrius Johnson aussi. Ouais. Mighty Mouse. Et c'est pas n'importe qui son partenaire d'entraînement. Ouais, Demetrius Johnson, c'est clairement. Lui aussi, il est sous-coté, mais c'est clairement. Il devrait être dans le top 5 de tout le monde en ce qui concerne les meilleurs combattants de l'histoire du MMA. D'ailleurs, il devrait peut-être prendre sa retraite après son prochain combat au One Championship. Affaire à suivre. Et ouais, je pense qu'Henry Cejudo, il a pris sa retraite et il a eu le temps de penser à sa situation à l'UFC. Pourquoi il n'avait pas, je sais pas, peut-être pourquoi il vend pas énormément de pay-per-view, pourquoi il n'était pas coté, pourquoi il n'était pas respecté par l'UFC comme l'est Conor McGregor, et il est revenu avec de meilleures intentions. C'est vrai que son personnage, la King of Cringe, il était un petit peu bizarre. Là, je t'avoue que sa communication avant ce combat contre Sterling, elle est plutôt sympa, plutôt drôle. En parlant de Sterling et en parlant du combat qui a permis à Aljamain de devenir champion de cette catégorie-là face à Peter Yan, vous vous en souvenez tous, sur une disqualification. Henry, il a dit que il avait remporté le combat sur Academy Award. Je vais pas te mentir, mais quand j'ai entendu cette punchline, j'ai bien rigolé. Alors, on peut faire le parallèle justement avec Sterling, qui lui est champion de la catégorie, comme on l'a dit, qui a battu Peter Yan du coup à 2 reprises. Sur le rematch, par contre, il n'y a rien à dire. Il a battu Peter Yan fair and square, comme ils disent les Anglais. Il a aussi défendu son titre contre TJ Dillashaw, mais TJ Dillashaw, on sait, il n'était pas 100% physiquement, il s'est blessé à l'épaule. Bref, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve qu'il n'est pas encore légitime aux yeux des gens, je veux dire, Sterling en tant que champion. Sportivement, il le mérite, mais est-ce que tu as la même impression que moi? Est-ce que toi aussi, tu estimes que Sterling, il n'est pas encore perçu comme le champion de la catégorie des poids coqs? Je trouve que si tu restes juste, il est le champion légitime. Dans le sens où, après le premier combat contre Peter Yan, je pouvais pas me le voir. Vraiment, je le détestais. Deuxième combat Peter Yan, il a roulé dessus. Ouais. Il a roulé dessus et donc il l'a battu à celui qui était champion, qui dominait la catégorie depuis longtemps. Ensuite, il a battu Dillashaw. Ce que je veux dire, même si Dillashaw était cassé, mal à l'épaule, il a pris le combat, il a dit celui qui veut, il vient, il l'a battu. Et si le mec en face, il est cassé, c'est pas sa faute. Tu vois. Donc, dans ce sens-là, il mérite son titre de champion. Mais c'est vrai que aux yeux des gens, euh, t'as du mal à oublier le Peter Yan Sterling 1. Et les gens, ils aimaient beaucoup Peter Yan, tu vois. Donc, c'est vrai que, par contre, s'il arrive à battre Cejudo, là, il va vraiment commencer à prendre une très grande place dans cette catégorie de bantamweight. Alors que pour l'instant, les gens le voient beaucoup comme un champion de passage, comme tous les champions qui sont venus, ils passent champion, ils se font taper une fois, puis tu n'entends plus jamais parler d'eux. Et donc, voilà, faut qu'il affirme sa place et il montre qu'il est le king de cette caté. Et l'occasion de le faire, ça va être contre Cejudo. Ouais, c'est clair que s'il arrive à ajouter Cejudo à son palmarès, à son tableau de chasse, là, il y a absolument pas photo. Il faudra considérer, tout le monde devra considérer Sterling comme le vrai champion de la catégorie des poids coqs. D'ailleurs, s'il bat Cejudo, il bat un record un petit peu bizarre. Je vais pas te mentir, Movsar, parce que avec une troisième défense de ceinture consécutive, ce serait le champion de la catégorie des poids coqs qui aura défendu le plus son titre dans l'histoire de l'UFC. Alors que 3 défenses de titre, c'est pas fou, mais c'est encore une fois la preuve que cette catégorie des poids coqs, elle pardonne pas. Comment dire, pour asseoir sa suprématie, tu dois vraiment être extraordinaire en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est dû à la concurrence. C'est juste quelque chose de logique. Si tu regardes sur les hommes, la grosse majorité des hommes, dans la vie de tous les jours, ils pèsent quoi, 75 kilos, 80 kilos. Et ces Mhm. mecs-là, c'est eux qui combattent à 61. Ouais. Et donc, c'est comme ça parce que tu prends les mecs qui combattent à 70 kilos, c'est des Islam Makhachev qui font des mètres, tu vois. Et ça, c'est pas la grande moyenne des gens. Par exemple, moi, je suis l'être humain le plus moyen du monde, 1m75, 72 kilos, et je combats à 61. Et tous les mecs comme moi, ils combattent dans cette catégorie. Donc, la concurrence, elle est rude. Alors, forcément, tu te retrouves avec je sais, des millions de personnes et tout le monde spot, donc très dur à maintenir. Et
Et c'est pour ça que tu dois euh, donner, donner du crédit là où il est dû. Et Sterling, il a gagné correctement son titre. Parler du poids, magnifique transition avec ma prochaine question parce que peut-être que ce combat de Sterling face à Cejudo, c'est son dernier à Sterling du coup dans la catégorie des poids coqs. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il va combattre à 61 kg max à la pesée parce que d'après certaines sources Movsar, en fait Sterling hors compétition, il dépasse les 80 kg, c'est-à-dire que pas pendant le cutting, hein, pas pendant les 24 heures avant la pesée, mais au total, entre le Sterling hors compétition et le Sterling qui, valide sa pesée, il doit perdre 20 kilos au total. En gros, il est énorme. Il est tout simplement énorme pour la division. Il y a un certain Marlon Vera, qui est aussi l'un des plus grands noms de la division des poids coqs, qui considère que c'est de la triche. Le fait que Sterling tape son cutting, valide sa pesée à 61 kilos. Une fois qu'il se réhydrate, il remonte à 10 kilos en plus. Est-ce que tu es d'accord avec Marlon Vera? Est-ce que tu considères que les combattants qui, on va dire, euh, ont ce genre d'agissement pour avoir une grosse supériorité physique pendant le combat par rapport à leur adversaire, est-ce que tu considères que c'est de la triche? Franchement, je vais te dire la vérité, pendant une grande période, pendant une longue période, j'avais tendance à dire oui. Mais tu vois, actuellement, par exemple, actuellement, je suis déjà en régime là, mais moi, je peux monter 70 kilos, 72 kilos, alors que je suis un amateur. Donc, je fais pas des gros cuttings. Je peux monter jusqu'à 10 kilos au-dessus de ma catégorie. Il faut savoir que je suis pas gros, je suis juste un peu plus gras. Je mange un peu plus, voilà, je me fais un peu plaisir, des chocolats par-ci, par-là, je m'entraîne. Mais quand je suis dans cet état-là, euh, je suis pas performant physiquement. Si, plus que la moyenne, mais je suis pas au top de moi-même. Alors que quand je descends à 63 kilos, 62 kilos, là, je suis infatigable, je suis rapide, je suis j'ai plus de réflexes. Donc, dans ce sens-là, c'est normal je vais pas vivre toute ma vie avec 6% de graisse. Tu vois, je peux pas vivre toute ma vie à manger des 2 œufs au matin et je bois de la soupe la journée, tu vois. Donc, il faut, euh, eux, ils exagèrent dans ce qu'ils font parce qu'ils perdent beaucoup d'eau. Mais il faut aussi comprendre que c'est normal de perdre du poids pour arriver à un stade où, où c'est presque impossible à maintenir sans faire des carences alimentaires. Je ne peux pas maintenir 62 kilos à moins de je mesure chaque gramme de ce que je mange. Tu vois. Donc, dans ce sens-là, je comprends qu'ils font des gros régimes. Et s'il arrive à faire les 61, s'il arrive à faire les 61, personne, pour moi, ne peut le critiquer parce que c'est la même chose pour Alex Pereira. Ouais. Regarde Alex Pereira, comment il est gigantesque. Et on va dire que c'est de la triche à lui aussi, alors que au Glory, il combattait encore moins lourd qu'à l'UFC. Donc, pour moi, s'il arrive à le faire, c'est bon. Ils sont suivis par des médecins, c'est pas comme s'ils se mettaient en danger de mort, tu vois. Donc, pour moi, c'est légitime. Surtout que, ouais, c'est vrai qu'il y a deux philosophies. Il y a les combattants comme Marlon Vera ou comme Colby Covington qui évoluent dans une catégorie proche de leur poids naturel, on va dire. Colby, il ne cut pas énormément. Peut-être il cut 2-3 kilos d'eau pour valider sa pesée à 77 kilos. Je pense qu'Israël Adesanya, c'est la même chose dans la catégorie des moyens. À tout casser hors compétition, il doit être à 90 kilos. Donc ouais, il y a deux philosophies, il y a deux écoles, mais les personnes, les combattants qui décident de taper un gros cutting et perdre 5-6 kilos en 24 heures et puis qui, une fois ils se réhydratent, ils arrivent à récupérer du coup ces 5-6 kilos, oui, ils ont un avantage physique dans l'octogone, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un revers à la médaille et que le cutting, ça fatigue énormément. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre, il y a ouais, il y a vraiment le revers de la médaille, c'est qu'il se fatigue considérablement juste avant le combat pour faire le poids. Ça, et ceux qui ne le font pas, c'est parce qu'ils préfèrent ne pas voir ce revers de la médaille. Et tu vois, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. C'est ça. Moi, j'ai vu plein de combattants que tu un peu, d'avoir du mal avec leur coaching, etc. Et ils sont fatigués dans le combat, tu vois. Donc, c'est quelque chose de compliqué à faire. C'est quelque chose de compliqué à faire quand tu arrives. Par exemple, Islam, il disait que dans ce combat contre Volkanovski, il a eu du Ouais. mal avec le cutting. Et tu vois, il allait se faire déchirer. Franchement, c'était un combat compliqué, tu vois. Donc, pour moi, ça fait partie du jeu, tu vois, tant que c'est pas poussé trop dans l'extrême où tu commences à mettre des dangers de mort, etc. Tu vois, ça vraiment, c'est très mauvais. Une dernière question concernant le physique, parce que je t'avoue qu'en faisant mes recherches, ça m'a choqué. Je savais qu'Henry Cejudo était petit de taille, mais en fait, il y a 7 cm de différence de taille entre Sterling et Cejudo. Henry fait 1m63, Sterling il fait 1m70, mais le truc qui m'a le plus impressionné,
c'est la différence en allonge. En fait, Sterling, il a 180 cm d'allonge, ce qui est énorme pour un poids coq. Et du coup, il y a 17 cm de différence entre les deux combattants. C'est tout simplement incroyable. On sait que Cejudo, il a l'habitude de combattre des adversaires plus grands que lui, surtout qui, à la base, il combat dans la catégorie en dessous chez les poids mouches. Dominic Cruz, par exemple. Il a battu Dominic Cruz. Dominic Cruz, il fait 1m73. Donc il est plus grand que Sterling. Mais encore une fois, l'allonge, la différence d'allonge, elle m'a tout simplement impressionné. La question que j'ai envie de te poser, Mofsar, c'est comment est-ce que Henry Cejudo, qui est un excellent lutteur, un lutteur de très haut niveau, mais qui est aussi connu pour son style de karatéka slash striker, comment est-ce qu'il va faire pour casser la distance et pour pouvoir faire mal à Sterling debout? Franchement, regarde, par exemple, avec le striking, Peter Yan, qui est un très grand striker, a très bien réussi à striker avec Sterling. Et lui aussi, il a une plus petite allonge que lui. Donc, déjà, Sterling, génétiquement, il a des longs bras, tu vois. Il a des longs Mhm. bras de fond. Et Cejudo, 1m63, c'est bien en dessous de la moyenne des hommes. Ça veut dire que quand il fait des sparring, n'importe qui avec qui il fait des sparring, en 9 fois sur 10, il aura une bien plus grande allonge que lui. Donc, Sterling, enfin, Cejudo, il est habitué à ça. Et, et moi, j'ai souvent tendance à dire que les plus petits, ils sont plus habitués et ils sont Ouais, plus dangereux contre des grands. Dans le même sens que les gauchers, ils sont c'est ça. meilleurs contre des droitiers. Pourquoi? Parce que le gaucher, il est tout le temps face à des droitiers, alors que le droitier, il est rarement face à des gauchers. Mhm. Et moi, à chaque fois que j'étais contre des grandes perches, des mecs tout fins, tout grands, je te jure, chaque fois, je les mets KO parce qu'ils ont des mauvais réflexes. Tu vois, ils descendent leur garde, des frappes vers le bas. Tu descends un peu, boum, overhand, KO. Et tu vois, en plus, si on fait le même poids et qu'il est plus grand, ça veut dire que fatalement, il est plus mince. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du poids que moi j'aurai en muscle, il l'aura ailleurs. Il l'aura, tu vois, en eau. Et il a besoin de plus d'eau que moi, par exemple. Tu vois. Donc, il va être moins physique. Et moi, c'est toujours j'ai déjà affronté des mecs à 1m85 en 61 kilos, tu vois, gigantesques. Mais décroché, ciao, tu vois. Le premier que j'ai affronté au championnat du monde à Abu Dhabi, l'Irlandais, 1m83, je pense. Deux crochets, ouais, ciao, fini. Parce qu'ils descendent leurs mains tout de suite. Tu vois, ils frappent en bas et tu vois. Et donc, à mon avis, avec surtout le danger qu'il y a dans la lutte de Cejudo, il peut facilement casser la distance, travailler sur des contres, boum, boum, rentrer, sortir. Il y a moyen de faire de belles choses. Attends, attends, attends. L'adversaire que tu as affronté au championnat, il faisait 1m80, 1m83 et il évolue à 61 kilos. Il avait des cheveux arc-en-ciel ou pas, juste par curiosité? Non, C'était pas non, Sean mais O'Malley? c'est un Irlandais, il était déter. Il me reste une dernière question à te poser avant qu'on passe au pronostic. Et honnêtement, je t'avoue que c'est le pronostic que j'ai le plus envie de, enfin, j'ai le plus envie de savoir vers qui tu penches, Sterling ou Cejudo. Mais juste avant, il faut quand même qu'on salue Bilal Mohamed et Gilbert Burns parce que à la base, le co-main event de cette UFC 288, c'était Oliveira Dariush. Malheureusement, Oliveira s'est blessé. Tous les fans de Dubranx ont eu le cœur brisé. Moi aussi, j'ai eu le cœur brisé, je dois vous l'avouer, parce que j'attendais vraiment ce combat entre deux des meilleurs poids légers à l'UFC. Heureusement, du coup, Gilbert Burns, qui a combattu il y a quelques semaines et qui a battu Masvidal, a accepté d'affronter Bilal Mohamed, qui lui, la dernière fois où il a combattu, c'était en octobre 2022, UFC Abu Dhabi, il a battu Sean Brady. Et le délire, c'est qu'en fait, il va devoir perdre 10 kilos en une dizaine de jours. Malgré ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il accepte d'affronter Gilbert Burns chez Paul Walter. On peut dire qu'ils ont sauvé la carte parce que dans sa globalité, cette UFC 288, c'est quand même pas du même acabit que l'UFC 287 ou l'UFC 285. Bien sûr, c'est toujours les héros du quotidien là qui viennent, tu vois, les gangsters qui prennent tous les combats comme ça. Donc, Ouais. bien sûr, on est reconnaissant et c'est vrai que c'est un combat intéressant. Gilbert Burns qui manque jamais à l'appel, il manque jamais à son rôle de combattant, il vient faire des guerres. C'est de ce que j'ai l'impression, c'est aussi un des combattants les plus complets, les plus assidus dans les entraînements. Et face à lui, tu as Bilal Mohamed qui a pris pas mal de hype en mettant KO Sean Brady à son dernier combat. Donc, ça va être un beau combat chez les lightweight, tu vois. Donc, j'ai Walter, hâte de voir ça. welterweight. Welterweight. Donc, ça va être un très beau combat.
Et ouais, j'ai hâte de voir ça, tu vois, parce que ça donne envie de rester éveillé la nuit, tu vois. Merci à Bilal Mohamed et Gilbert Burns. Et je pense que s'ils l'ont accepté aussi, c'est parce que le vainqueur, à mon avis, va se voir offrir le title shot. Ensuite, personnellement, allez, je suis pas très objectif, mais j'aimerais bien voir un Colby Covington, Bilal Mohamed, parce qu'en termes de trash talk, je crois que ça va envoyer du lourd. Reste à savoir si Colby va s'imposer face à Leon Edwards. Normalement, ça se passera pas en juillet à l'UFC Londres. Ça, c'est mort, mais un petit peu plus tard dans l'année. Bah écoute, Mofsar, merci pour ta brillante analyse. On passe au pronostic. Qui de Sterling et de Henry Cejudo tu vois s'imposer en main event de cette UFC 288? La logique, si tu réfléchis, la logique voudrait que Sterling gagne ce combat à cause du fait de l'absence de Cejudo, etc., l'avantage de taille, de physique. Mais moi, je vais te dire, en essayant de rester objectif, même si je veux vraiment que Cejudo gagne, je pense que Cejudo, il va gagner. Parce que si tu te rappelles de sa victoire contre Dimitrius Johnson, le côté caractère, le côté mental Ouais. de Cejudo, sans limite, tu comprends, il a ce côté où il trouve toujours la solution là où ça a l'air perdu, tu vois. Et j'ai confiance en l'instinct de combat et l'instinct du vainqueur qu'a Cejudo. Et tu vois le combat se faire comment du coup? J'ai compris, Henry Cejudo va s'imposer selon toi, mais comment? Décision, KO? À mon avis, décision, décision sur le 5x5. J'ai l'impression il va nous sortir une masterclass, tu vois. Bon, bon, sortir, rentrer, take down, ground and pound, il se remet debout, il ramène au sol. J'ai l'impression qu'il va nous sortir une masterclass et tu vas te dire, ah, ça, c'est un combattant de MMA accompli. Écoute, plutôt intéressant ton pronostic. Moi, j'ai du mal à me décider. C'est vrai que comme tu l'as dit, je suis totalement d'accord. Sterling, il a non seulement le rythme en sa faveur, il a la taille en sa faveur, il a le physique en sa faveur. Ça reste un champion sous-coté. Il l'a prouvé contre Peter Yan qu'il méritait cette ceinture de champion des poids coqs. Du côté de Cejudo, il y a des interrogations, 3 années d'absence. Ah là 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 là, franchement, j'ai du mal à me décider. Mais vous me connaissez, tout le monde me reproche mes pronostics un petit peu osés. Mais je pense que Cejudo, il peut nous faire une. C'était pas contre Marlon Moraes. Si, je crois que c'était contre Marlon Moraes. Non, c'était pas contre Marlon Moraes. Je crois que c'était contre TJ Dillashaw. Enfin bref, je pense que comme tu l'as dit, il va avoir du mal, peut-être contre Sterling, à un moment donné ou l'autre dans ce combat, et qu'au moment où on va s'y attendre le moins, il va réussir à faire justement ce que je voulais dire, c'est qu'il va faire une Marlon Moraes contre Sterling. On sait que Marlon Moraes avait réussi à mettre Sterling KO. Ben moi, je vois un KO d'Henry Cejudo au 3e round sur un beau coup de genou, un petit peu comme ce qu'il avait réussi à faire contre Dominic Cruz et comme ce que Sterling avait subi contre Marlon Moraes. Si ça se passe comme ça, vous pouvez me remercier. Bon, après, on va pas se mentir. Sterling est plutôt solide. Enfin bref, voilà pour nos pronostics, voilà pour notre analyse. N'oubliez pas de suivre Movsar Ibrahimov sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Instagram. Donnez-lui un maximum de force. C'est pas seulement un brillant analyste, c'est aussi un excellent combattant de MMA. C'est le moment ou jamais de monter dans le train de Movsar Ibrahimov. Encore une fois, un grand merci Movsar. Et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Merci à toi. Merci les gars pour la force. On s'attrape bientôt.